Bienvenue à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Je m'appelle Ayana Brox. J'ai 33 ans, je suis né et j'ai grandi à Atlanta, en Géorgie. Ces 3 dernières années, la plupart des gens pensaient que je vivais une sorte de conte de fées noires. J'étais associé principal dans un grand cabinet d'avocats du centre-ville, marié à Xavier, un homme capable de transformer n'importe quel inconnu en ami et de faire fondre n'importe quel cœur têtu par son rire. Ma mère disait souvent, « Ma fille, ce garçon est la réponse à mes prières », et pendant un temps, je l'ai cru. Nous vivions dans une maison historique en briques du West End, avec un parquet grinçant et une balancelle sur le porche où nous buvions du thé sucré en regardant les orages arriver. Vu de l'extérieur, notre mariage brillait comme de l'argent poli, mais la vie à huis clos n'est jamais ce qu'elle paraît. Je n'avais pas prévu d'écourter mon séjour entre filles. On parlait de la Nouvelle-Orléans depuis le 19 juin dernier. Il n'y avait que moi, ma compagne de route Simone, le tendre Jazz et Kayla, ma cousine enfant sauvage. Nous avons loué une maison à Treme, planifié des tournées gastronomiques et des journées au spa, et réservé des soirées jazz sur Franchement Street. Mais le deuxième soir, tout a basculé. Jazz s'est retrouvé aux urgences après que des coquillages se soient glissés dans son gombo, et Kayla a été rappelée à Atlanta pour une crise à l'association. Le troisième matin, il ne restait plus que Simone et moi, et elle avait visiblement le mal du pays. J'ai décidé de rentrer tôt, regrettant mon lit et imaginant le sourire de Xavier en entrant avec un beignet en poudre du Café du Monde et une bouteille de Bourbon Blanton-Est dont il me parlait toujours. J'ai traversé directement depuis la Nouvelle-Orléans, l'esprit hanté par le souvenir des bras de Xavier m'enlaçant à la porte. Je me souviens avoir fredonné la musique de Gil Scott et avoir souri à l'idée de le surprendre. Le quartier était calme quand je suis arrivé, et la lumière de notre Porsche clignotait comme toujours. Je suis entré par la porte latérale, en prenant soin de ne pas faire vibrer les clés. La cuisine était sombre, mais à l'étage, j'entendais sa voix, basse et douce, résonner dans le couloir. Le mariage n'est qu'une entrave, mec. Sans la confiance du père d'Ayana, je serais parti. Je me suis figé, mes courses à la main, le cœur battant la chamade. Il y a eu un silence, puis un rire sec et glacial. Il faut juste que je joue les maris aimants jusqu'à ce que ses parents me mettent sur le plateau. Encore quelques années et je serai fini. Elle ne le verra pas venir. Je restais là, dans l'escalier, serrant le sachet de beignets et la bouteille, le sang me montant au visage. J'ai attendu, espérant qu'il jouait peut-être, qu'il s'agissait peut-être d'une blague tordue. Mais il n'y eut que le silence, rompu par ce rire à nouveau. Ça ne ressemblait pas à l'homme que j'avais épousé. Je me suis retourné, aussi silencieusement que possible, mes chaussures silencieuses sur les marches. Je n'ai pas dit un mot, je me suis simplement éclipsé et suis resté assis dans ma voiture, sur le parking de l'aéroport, pendant des heures, à sangloter jusqu'à en avoir le visage brûlant, ignorant l'appel clignotant de Simone. Une vieille dame a frappé à ma vitre vers minuit pour me demander si j'allais bien. J'ai menti. Je viens de perdre mon chien. Je n'en ai même pas. Au lever du soleil, j'avais essuyé mes larmes, appliqué du correcteur et pris la route pour rentrer chez moi comme si de rien n'était. Je suis entré, un demi-sourire aux lèvres. Xavier m'a prise dans ses bras, m'a embrassé sur le front et m'a dit que je lui manquais, d'une voix douce et sirupeuse. J'ai fait semblant de croire chaque mot, même si j'avais un goût de bile au fond de la gorge. Il le fallait. J'avais besoin de temps. 5 jours à jouer à son jeu, à l'observer, à mémoriser ses moindres mouvements et ses hésitations. Il s'est mis à rôder davantage, à m'appeler « bébé » devant ma mère, à déposer des petits cadeaux sur mon oreiller. J'ai vu clair. J'ai passé des nuits d'eau à lui, les yeux rivés au plafond, laissant la colère m'envahir. Vendredi, j'ai fait le premier pas, j'ai prévenu Xavier que je travaillais tard, puis je suis allé à l'agence SunTrust d'Auburn Avenue, parcourant notre compte joint pour la première fois depuis des mois. Ma main tremblait en parcourant les relevés. Retrait. $1 300 pour $100 à la fois, jamais assez pour éveiller les soupçons, mais au total, près de $30 000 envolés en 6 mois. Toujours aux distributeurs automatiques de College Park. Loin de ces supposées réunions d'investissement à Charlotte. J'ai vérifié les reçus d'hôtel. Rien. Pas de dîner. Pas de course Uber. Juste des retraits d'argent qui s'évaporent comme de la vapeur. Quelque chose au fond de moi me disait de creuser plus profondément. Ce soir-là,
J'ai attendu que Xavier aille courir. Il laissait toujours son sac de sport près du placard. J'ai trouvé un vieux téléphone à clapet glissé dans la poche intérieure. Orange brûlé, écran fissuré. Il n'en a jamais parlé. Le mot de passe était l'anniversaire de son cousin. J'ai fait défiler un numéro, intitulé K. Les textos étaient comme un couteau dans la plaie. Tu me manques. J'y suis presque. Sois patiente, Keisha. Tu sais que je t'ai eu. Et Yana n'y connaît rien. Keisha. Je n'avais jamais entendu son nom une seule fois en 3 ans. J'avais le vertige, comme si la pièce s'inclinait. Je prenais des photos de chaque message. Ma main était maintenant stable, la colère me rendant glacial et aigre. J'ai tout stocké sur une clé USB, cachée dans un livre creux de mon bureau. J'ai ouvert un compte courant à mon nom de jeune fille dans une petite coopérative de crédit près de Cascade. J'ai commencé à transférer mon argent, $100 par-ci, $350 par-là, chaque transaction étant suffisamment minime pour passer inaperçue. Je joue mon rôle à la maison, je lui prépare son ragoût de queue de bœuf préféré, je ris à ses blagues éculées, je le laisse même me tenir la nuit. Mais j'ai commencé à faire des erreurs. J'ai laissé la facture du cornet impayée pour qu'il voie l'avertissement. J'ai laissé mon ordinateur portable ouvert par inadvertance avec des recherches Google sur le divorce en Géorgie. J'ai glissé un courriel d'un avocat dans mon dossier, envoyé, pour qu'il le trouve. Je l'ai vu se défaire, les fissures commençant à apparaître. Il m'a proposé un voyage de guérison à Miami, disant qu'il voulait prendre un nouveau départ. J'ai souri et j'ai accepté, tout en regardant ses mains trembler lorsqu'il versait son café. Jour après jour, Xavier perdait le contrôle. Il a commencé à consulter mon téléphone, à me suivre de près pendant que je travaillais, à débarquer à mon bureau sans prévenir. Un jour, je lui ai annoncé que je rencontrais Simone au marché de Pont City. Il est apparu 20 minutes plus tard, le regard fuyant, prétendant qu'il était dans le coin par hasard. À la maison, il est passé de l'autoritarisme au désespoir. Chaque matin, on lui offrait des bouquets somptueux, des roses, des lys et même des tournesols, qu'il savait que je détestais. Mes collègues s'extasiaient, lui demandant s'il s'excusait. J'ai ri, faisant semblant de ne pas remarquer à quel point ces notes semblaient fausses. J'ai commencé à escalader la tension. J'ai imprimé un faux relevé de compte à mon nom de jeune fille, laissé sur le comptoir de la cuisine. À mon retour, il avait disparu, le comptoir impeccable. J'ai fait comme si de rien n'était. La routine de Xavier est devenue frénétique. Il a commencé à faire le ménage, à réorganiser les meubles du salon, à réparer le robinet qu'il avait ignoré pendant des mois. Il a proposé de venir me chercher au travail et m'a demandé à qui j'envoyais des SMS. Un soir, je l'ai trouvé assis dans le noir, serrant notre album de mariage contre lui, le fixant comme un homme en quête d'indices. J'ai poussé plus loin, laissant des brochures pour les avocats spécialisés en divorce dans mon sac à main, le laissant les chercher quand j'oubliais mes clés. J'ai simulé des appels téléphoniques bruyants concernant la restructuration de l'entreprise de mon père. La façade de Xavier s'effondrait de jour en jour. Je l'ai surpris la nuit, debout devant mon bureau, l'oreille collée à la porte, attendant la preuve de mon départ. Il s'est mis à m'appeler 20 fois par jour, la voix tremblante. « Yona, ma puce, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en colère contre moi. » J'ai fait l'idiote, lui disant que j'étais juste fatigué du travail. Sa panique le rendait imprudent. Il m'apporta le petit déjeuner au lit, puis fouilla dans mes sacs pendant que je prenais ma douche. Samedi soir, j'ai cuisiné du poulet étouffé, des patates douces au four, et j'ai ouvert la bouteille de Cabernet qu'il gardait pour une soirée spéciale. La salle à manger baignait dans une lumière chaleureuse. Il parlait d'un nouveau projet immobilier et disait vouloir le présenter à mon père. J'étais assis en face de lui, calme et serein, hochant la tête au bon moment. Finalement, je posai ma fourchette. « Xavier, tu te souviens de notre 2e anniversaire? Du dîner sur le toit? De ton discours ?» Il sourit, le soulagement illuminant ses yeux. « Bien sûr que oui. La meilleure nuit de ma vie. » Je me suis penché en avant. « C'est drôle, parce que la semaine dernière, tu as dit à Chris que tu regrettais de m'avoir épousé. Que sans l'argent de mon père, tu serais parti depuis des années. » Son sourire s'évanouit. Il essaya de faire comme si de rien n'était, jurant qu'il se plaignait que tout le monde disait des bêtises sous le stress. J'attendis, laissant le silence s'installer. « Et Keisha ?
demandai-je d'une voix ferme. Tu lui as promis le monde aussi? Le visage de Xavier devint gris. Le verre lui glissa des mains et se brisa sur le carrelage. Il bégayait, et essayait de pleurer, tout son corps tremblait. Iana, s'il te plaît. Ce n'était rien. Juste une erreur. Ne jetez pas tout. Fondons une famille, s'il vous plaît? Je ris, d'un rire froid et sec. Un bébé ne te sauvera pas. Je l'ai laissé là, penché sur la table, sanglotant dans ses mains. Je ne suis pas resté la nuit. J'ai pris mes clés et suis allé chez Simone, dormant sur son canapé jusqu'au lever du soleil. Dimanche matin, j'ai appelé Madame Riley, l'avocate spécialisée en divorce que Simone m'avait mise en contact. Elle avait trouvé un bureau exigu près d'Edgewood. Mais je savais qu'elle était la meilleure d'Atlanta pour les femmes noires confrontées à des ruptures difficiles. Je lui ai tendu la clé USB et tous les relevés bancaires. Elle n'a même pas bronché. Ma fille, j'ai déjà vu des hommes comme lui. On va s'assurer qu'ils ne puissent pas te toucher. On doit travailler immédiatement. Tous les comptes, tous les actifs partagés, je les démardis. Xavier n'en avait aucune idée. J'ai retrouvé mes parents au country club cette semaine-là. Leur annoncer la nouvelle a été plus difficile que je ne le pensais. Mon père a toujours vu Xavier comme le fils qu'il n'a jamais eu. Ma mère était déjà en larmes avant même que j'aie fini. J'ai étalé les preuves sur la table. Mon père fixait les photos, le visage figé. J'ai échoué, ma puce, a-t-il simplement dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ma mère m'a serré dans ses bras, si fort que j'ai failli pleurer à nouveau, mais je suis restée forte. Ne lui dis rien. Je veux que ce soit hermétique. Ils ont accepté. 3 jours plus tard, Xavier a reçu les papiers à la banque où il aimait se la péter. Madame Riley a inclus chaque SMS, chaque retrait, et même un téléphone prépayé. Il m'a appelé 30 fois, m'a laissé des messages vocaux, pleurant, jurant, puis suppliant. J'ai bloqué tous les numéros. Lors de la première audience, il a essayé de se faire passer pour la victime, mais le juge n'y a pas cru. Madame Riley a écouté l'audio du téléphone jetable. Xavier a chanté qu'il attendait juste que l'argent de Brox tombe. Son avocat s'est dégonflé. En 3 semaines, le divorce était prononcé. Le tribunal a annulé le contrat de mariage, invoquant une fraude. Il n'a obtenu que sa propre dette de carte de crédit. Le soir où Xavier a fait ses valises, je n'étais pas là. J'ai laissé un mot, une phrase, j'arrête de jouer à ton jeu, Simone et moi sommes allés au Busy Bee Café, avons commandé trop de nourriture, avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Le lendemain matin, Xavier était parti. La maison était froide et vide, mais je m'en fichais. J'ai appelé un déménageur et j'ai trouvé un logement à Grand Park, un petit appartement ensoleillé au 3e étage avec vue sur la voie verte. Ça sentait la peinture fraîche et le potentiel. J'ai peint le salon en vert écume de mer, accroché ma photo de fin d'études Spellman, et toutes les œuvres d'art que Xavier trouvait trop colorées. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi les fenêtres ouvertes. La nouvelle s'est vite répandue. Atlanta n'est pas aussi grande qu'il y paraît, et les cercles sociaux noirs peuvent être figés comme des nuages. Nos amis qui nous considéraient autrefois comme des objectifs relationnels se sont tus. Les fils de Xavier ont arrêté de l'inviter au jeu de cartes. Mes tantes m'ont appelé, mi-choqué, mi-fier. J'ai appris par Simone que Xavier était passé à un indicateur complexe bon marché, et Kayla n'a pas tardé à m'envoyer une photo. Xavier dans un bar, une jolie femme au bras, tout en boucle d'oreilles dorées et en rire. Keisha en chair et en os. Je n'ai pas bronché, j'ai juste enregistré la photo sur mon téléphone pour la prochaine fois où j'aurai besoin d'un rappel. Une semaine plus tard, Keisha elle-même m'a envoyé un message, audacieux et acerbe. Ayana, je sais que ça doit faire mal, mais Xavier est enfin heureux avec quelqu'un qu'il apprécie. Tu peux passer à autre chose maintenant. J'ai éclaté de rire et j'ai répondu, bonne chance Keisha, tu en auras besoin. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. J'ai déménagé pendant 2 bonnes semaines après le divorce. Après quelques jours seulement, l'appartement m'a semblé être le mien. J'ai acheté un tourne-disque bon marché et j'ai écouté de vieux vinyles RB le dimanche, j'ai préparé un crumble aux pêches rien que pour moi et j'ai suivi un cours de poterie au centre de loisirs. Maman a commencé à m'envoyer ses meilleures recettes de macaroni au fromage au lieu de m'envoyer des messages d'avertissement concernant les hommes. Mon père arrivait tous les vendredis soirs avec des ailes de poulet et le match des Braves à la radio. On ne parlait pas de Xavier,
Et ça me convenait parfaitement. Certains soirs, je m'asseyais sur mon balcon, les pieds sur la balustrade, un verre de vin à la main, et je regardais les lumières de la ville scintiller dans les arbres. Je revoyais de vieux amis, je croisais des gens qui enviaient mon mariage. Ils me regardaient avec pitié, mais je hochais la tête et continuais mon chemin. J'ai commencé à voyager, seul. J'ai fait un voyage en solo à Chicago, j'ai flâné pendant des heures dans l'Art Institute, j'ai mangé une pizza épaisse sur le Riverwalk, j'ai envoyé des photos à Simone et Jazz. J'ai commencé à rire davantage et, pour la première fois, ça m'a semblé réel. Au printemps, je me souvenais à peine de l'anniversaire de Xavier. Simone plaisantait en disant qu'elle allait me trouver un nouvel homme, mais je me suis contenté de sourire. S'il ne peut pas me gérer entièrement, il n'en aura pas. Elle fit teinter son verre contre le mien, les lumières se déversant par la fenêtre. Je me suis inscrite à des cours de français, j'ai assisté à des soirées jazz improvisées dans l'est d'Atlanta, j'ai laissé pousser mes cheveux naturellement. Mon rire n'avait pas besoin de permission. J'ai reçu une invitation à intervenir lors d'une conférence juridique pour femmes sur la protection des biens dans le mariage, mais j'ai failli refuser. Mais quelque chose m'a fait dire oui. Je suis montée sur scène en mai, nerveuse, et j'ai raconté mon histoire. Non pas pour susciter la sympathie, mais pour que les autres femmes présentes sachent que j'avais réussi. Quand je suis descendue de scène, Simone et Kayla m'attendaient, les bras grands ouverts, le sourire aux lèvres. Ce soir-là, nous avons dansé sur un toit jusqu'à ce que les lumières de la ville se brouillent. Plus tard, je me suis allongé dans mon lit, la fenêtre ouverte, le bourdonnement de la ville en contrebas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entière. L'histoire n'était pas terminée, mais le chapitre concernant Xavier était enfin clos. Pas de feu d'artifice, pas de combat final. Pour moi, respirer librement, vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Si vous avez aimé cette histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.